Vous pensez que Paris est né d'un coup de baguette royale, mais non, un roi franc a recablé Lutèce et tout a basculé. Imaginez vous réveiller dans une ville à moitié romaine, à moitié en ruine, où chaque rumeur d'invasion vaut alarme, même sans cloche. La version officielle dit que Paris s'impose parce que Rome s'effondre, et que tout le monde choisit simplement la ville la plus pratique. Mais ça, c'est l'histoire facile, celle qu'on raconte pour éviter de dire qu'un seul homme a compris le pouvoir mieux que tous les autres. Parce que voici le détail qu'on oublie, Lutèce n'était pas seulement une ville, c'était un test, et Clovis voulait en faire un trône. Clovis hérite d'un royaume franc ambitieux, et quand il regarde Lutèce, il voit une serrure, la Seine est la clé, et vous êtes le verrou. On dit souvent qu'il conquiert par l'épée, mais son vrai coup de génie, c'est la patience. Attendre le moment où la ville a besoin d'un chef. Et ce moment arrive quand les menaces se rapprochent. Invasion, pillage, peur, et même les plus durs finissent par chercher un protecteur crédible. Dans l'ombre, un autre levier apparaît. La foi chrétienne gagne du terrain, discrète mais tenace, comme une braise sous la cendre romaine. On vous dira que Clovis se convertit par pure spiritualité, mais la vérité est plus tranchante. Il comprend que la foi peut unir ce que l'épée divise. Et là, l'histoire devient suspecte. Parce que derrière la conversion, il y a Clotilde, sa reine, qui insiste, conseille et refuse d'abandonner. Clotilde ne lui vend pas un miracle, elle lui vend un futur. Un royaume où les élites gallo-romaines arrêtent de le voir comme un chef de guerre, mais le plus fou est encore à venir, car une fois la foi choisie, il faut un décor. Et Clovis choisit Lutèce pour devenir la vitrine. En 502, il s'installe, et tout change, parce qu'un roi qui réside quelque part oblige route, ressources et décisions à converger vers vous. On ne parle pas assez de l'effet domino. Les sanctuaires attirent les dons attirent les artisans, et les artisans attirent les familles. Vous voyez encore des termes romains et des ruines, mais eux voient des carrières de pierre gratuites réutilisées pour bâtir le nouveau centre chrétien. Et c'est là que la ville change de visage. Moins de spectacles, plus de prières, moins d'amphithéâtres, plus de processions et de charité. Les légendes aident aussi, des récits de guérison et de monstres vaincus, pas pour faire joli, mais pour souder un peuple autour d'une même histoire. Pendant ce temps, Clovis sécurise l'administration. Il récompense, il punit, il négocie, et il fait comprendre que Paris devient l'endroit où tout se décide. La conséquence est simple et brutale. Si vous voulez du travail, de la protection ou de la justice, vous finissez par marcher vers la Seine. Les vieux repères romains s'effacent, les pierres se fissurent, les routes se réparent mal, mais l'énergie se déplace vers les églises et les monastères. Voici le moment où tout le monde retient son souffle, quand le pouvoir politique et le pouvoir religieux se serrent la main et que la ville cesse d'être neutre. Si l'argent pouvait parler, il dirait que la capitale vient d'être choisie, parce que les richesses suivent le roi comme l'eau suit la pente. Mais voici le détail que beaucoup ignorent. En choisissant Paris, Clovis fait aussi un pari géographique. L'île protège, la Seine nourrit et contrôle. Ce choix vous touche encore, parce que la centralisation commence là, quand une ville devient la scène principale et que les autres deviennent des couloirs. Paris gagne un nouveau nom dans les bouches et les habitudes, pas par décret magique, mais parce que le centre de gravité du pouvoir vient de bouger. Et vous comprenez alors la leçon. L'histoire n'est pas qu'une suite de dates, c'est du comportement humain, ambitieux, inquiet et parfois très opportuniste. Clovis n'a pas seulement pris une ville, il a planté un centre. Et quand un centre existe, tout le reste tourne autour, que ça vous plaise ou non.